De vous retrouver pour la troisième soirée de notre cycle de conférences. Et donc, aujourd'hui, il va être question de la musicothérapie et des troubles ou du trouble du comportement alimentaire. Et c'est Céline Fleuriot-Château que je remercie de bien vouloir nous exposer son travail, hein, et la réflexion sur son travail. Et euh, donc, je voudrais saluer quand même à nouveau nos étudiants de Beyrouth qui sont là, les étudiants de Sousse, les étudiants de Sousse en Tunisie qui commencent vendredi leur année après voilà, un petit retard à l'allumage dû à ce que nous vivons tous. Voilà, mais donc ça commence vendredi à Sousse. Et puis les étudiants de Nantes aussi, qui doivent être là un petit peu plus nombreux que la semaine dernière, puisque la semaine dernière, ils avaient 37 heures de visioconférence déjà à la fac, donc je leur avais dit que ce n'était pas la peine d'en rajouter, et qu'à partir de cette semaine, ils pourront être là plus facilement. Alors, ce qui serait bien, c'est que tout le monde coupe maintenant son micro, hein, coupe aussi d'ailleurs pendant qu'on y est son téléphone, enfin la sonnerie de son téléphone, de façon à ce que lorsque vous prendrez la parole tout à l'heure, on puisse pas être dérangé par les téléphones. Voilà. Mmh. Donc, écoutez, et puis je salue bien sûr aussi tous les musicothérapeutes qui nous rejoignent ce soir, hein. Et donc, je tiens aussi à m'excuser pour les petits problèmes techniques que nous avons avec notre serveur et donc notre fournisseur d'accès plutôt, et donc avec quelques difficultés à pouvoir à envoyer des mails en grand nombre. Donc, nous bricolons avec des adresses mail. Voilà. Mais enfin, on y arrive quand même puisque vous êtes là, c'est que vous avez reçu les liens. Si toutefois il y avait des soucis, vous n'hésitez pas, vous faites un petit mail à l'Institut de musicothérapie, on essaiera de répondre de manière individuelle comme ça à vos problèmes, autant que nous le pouvons. Céline, je te laisse la parole. Je vais simplement comme dire qui tu es. Donc, Céline Fleuriot-Château, qui est musicothérapeute, qui est diplômée du master de Paris 5 et chargée d'enseignement donc, à l'université René Descartes. Voilà. Et donc, qui va nous parler de la musicothérapie et des troubles du comportement alimentaire. C'est à toi. Ok, bonsoir à tous. J'espère que voilà, vous êtes tous en forme. Écoutez, je suis ravie en tout cas qu'on soit tous réunis donc pour parler d'un sujet que sont les troubles du comportement alimentaire, qui est un sujet. Alors j'entends que, pardon, je réagis tout de suite, hein, ça grésille dans mon oreille. Comme a dit François-Xavier, j'aurais vraiment besoin que vous coupiez vos micros. Voilà, parce que sinon c'est vrai que c'est assez perturbant. Nous allons parler donc des troubles du comportement alimentaire, qui est un sujet qu'à la fois tout le monde connaît, c'est-à-dire tout le monde sait ce que c'est, voilà, globalement ce que c'est que les troubles du comportement alimentaire, et puis c'est à la fois un sujet assez complexe et qui est assez méconnu. Et s'agissant de musicothérapie, il y a très peu de choses aujourd'hui dans la littérature, enfin j'ai envie de dire trop peu de choses encore décrites sur le sujet. Alors, avant d'aller plus en avant, donc, étant donné la complexité de ce profil, je vais quand même vous dresser un état des lieux sur les grands axes de ce que c'est la maladie. Et ensuite, voilà, vous précisez que c'est la présentation là, que je vous fais ce soir se base sur une expérience que j'ai vécue pendant 5 ans où j'étais musicothérapeute donc au centre hospitalier Sainte-Anne, à la clinique des maladies mentales et de l'encéphale, donc où il y a un service d'hospitalisation pour les troubles du comportement alimentaire. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que vous allez voir au cours de la présentation, je vais vous appréhender, je vais commencer à vous poser des questions. Voilà, pour vous laisser le temps d'y réfléchir. On ne va pas y répondre maintenant. Je vais dérouler toute la présentation et puis après, évidemment, le champ sera ouvert à vos questions, hein.
je mets juste voilà, des petits tips avec des questions de temps en temps pour attirer votre attention et pour commencer à amorcer des pistes de réflexion, pourquoi pas. Voilà, donc on y va, c'est parti. Ah, alors, il faut… Ah, ça y est, voilà. Alors, quelques chiffres. Alors, ce n'est pas les chiffres les plus récents. La plupart des informations que j'ai trouvées voilà, ont été dénichées sur le site de la Haute Autorité de Santé, que je vous invite tous à aller regarder. Pourquoi? Quelles que soient les pathologies, polyhandicap, troubles du comportement alimentaire, Alzheimer, etc., vous tapez recommandations, bonnes pratiques, Alzheimer, troubles du comportement alimentaire, etc. sur le site de la Haute Autorité de Santé, donc has.fr. Et vous allez voir voilà, qu'il y a toute une série d'informations fort intéressantes, y compris pour nous, les musicothérapeutes. Voilà. Alors, quelques chiffres. Voilà, 5 cas pour 100 000 habitants en France. Comme vous en doutez, pardon, donc une prédominance féminine parmi les personnes donc, qui ont été identifiées dans la maladie. Voilà, une maladie qu'on peut déceler dès l'adolescence, majoritairement entre 15 et 35 ans. La grande nouveauté, peut-être la chose que vous ne savez pas, c'est que ça touche de plus en plus des femmes et des hommes qui sont plus âgés. Voilà, avant, on pouvait déceler cette maladie chez des femmes très jeunes, on va dire. Aujourd'hui, on peut déceler cette maladie jusqu'à l'âge de 45 ans. Alors, vous voyez, je vais commencer fort parce que je vous pose déjà une première question. Le trouble alimentaire, donc c'est une maladie chronique qui conduit au décès dans 10% des cas des personnes atteintes par cette maladie, alors que voilà, le trouble évolue positivement dans seulement 30% des cas. Je demande quid des 60% restants. Pourquoi? Parce que dans les prises en charge qu'on peut faire, on a souvent dans l'idée qu'on peut guérir des personnes. Et là, voilà, nous avons majoritairement affaire donc à 60% de personnes qui vont être touchées par le trouble tout au long de leur vie. Donc, sachant cela, ça pose la question de savoir comment on peut envisager la prise en charge de ces personnes-là, étant donné la chronicité de cette maladie et quels objectifs on peut poser derrière nos prises en charge. Alors, je parlais de complexité de maladie parce qu'elle est vraiment très difficile à détecter. Alors, on peut identifier une série de facteurs. Des facteurs culturels, ça, vous ne serez pas surpris par rapport à une société de plus en plus contrôlante sur l'image du corps, même si aujourd'hui, face aux dérives qui ont pu être constatées, une loi existe pour punir l'incitation à l'anorexie sur Internet. Il existe aussi des facteurs familiaux, par exemple une mauvaise différenciation transgénérationnelle. Me vient par exemple l'exemple d'une jeune femme qui a été accueillie en hospitalisation il y a quelques années de cela. Elle pesait 18 kilos. Et en fait, les parents travaillaient toute la journée, enfin, n'étaient pas beaucoup, rentraient très tard le soir et voilà, et n'étaient pas beaucoup à la maison. Et du coup, cette jeune femme se retrouvait à élever son petit frère. Voilà, elle lui faisait faire les devoirs, elle lui faisait à manger, etc. Voilà un exemple. Aussi des facteurs psychologiques, donc face à des difficultés de la vie qui peuvent survenir. On peut détecter donc chez ces personnes, par exemple, l'existence d'un traumatisme voilà, qui n'a pas encore fait surface, et des facteurs physiologiques comme par exemple l'intolérance à certains types d'aliments qu'on n'a pas encore bien identifiés et qui peut déclencher effectivement une perte soudaine de poids. Hop. Alors, dans les symptômes, alors ça, si vraiment il y a quelque chose que vous devriez, entre guillemets, retenir, c'est le symptôme des 3 A. Anorexie, aménorrhée et amaigrissement.
Donc, il y a différents types d'anorexie, restrictive, sélective et boulimie, hein, parce que dans les troubles du comportement alimentaire est inclus l'anorexie, mais est inclus aussi la boulimie. Donc restrictive, ça veut dire que ben voilà, là, on se prive des aliments, on restreint au plus possible la quantité d'aliments qu'on veut manger. Sélective, ça veut dire qu'il y a certains types, on catégorise les aliments et il y a certains types d'aliments qu'on ne va pas pouvoir. Et la boulimie, ben, vous connaissez, c'est ingurgiter un maximum d'aliments de façon compulsive qui peuvent, dans la plupart des cas, occasionner des vomissements après. Donc l'aménorrhée, c'est l'absence de règles, primaires ou secondaires, parce que soit c'est une absence totale et définitive de règles, soit c'est des cycles de règles qui se retrouvent très fortement perturbés. Donc dans le dernier cas, c'est l'aménorrhée secondaire, la primaire étant l'absence totale de règles. Et puis donc le dernier A, c'est l'amaigrissement. Et comment se mesure l'amaigrissement? Par le fameux IMC, c'est donc l'indice de masse corporelle, et qui se mesure dans le rapport poids par taille au carré. Donc, sachant que si vous voulez vous amuser à le faire pour vous, la médiane, alors sachant que je ne l'ai pas du tout fait pour moi d'ailleurs, la médiane se situe entre 20 et 25. Et si c'est inférieur à 17,5 ou supérieur à 30, alors là, on considère qu'il y a un problème. Alors, ce slide-là est assez touffu. Les populations à risque, bah oui, les étudiants du fait de leur âge, hein, puisqu'on a vu que majoritairement on détecte les maladies entre 15 et 17-18 ans, mais aussi chez les sportifs. Les mannequins, bon, bah là, vous ne serez pas surprise. Et puis, bah, toute personne qu'on détecte avec une insuffisance ou un excès pondéral. Voilà. Alors, cette maladie, comment repérer aussi les modes de fonctionnement par rapport à cette maladie? Ben voilà, c'est à travers une série de stratégies de contrôle, voire de perfectionnisme chez ces personnes. Donc, en contrôlant l'alimentation, en provoquant des vomissements, souvent aussi par l'usage de laxatifs et la potomanie. Alors, la potomanie, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est la consommation excessive d'eau. Voilà, c'est pour ça que, par exemple, les jeunes femmes qui sont hospitalisées, enfin je dis les jeunes femmes parce que c'est vrai qu'au cours de mon expérience, j'ai vu majoritairement des jeunes femmes, mais ça ne m'a pas empêché aussi de voir des hommes. Donc les personnes en fait qui sont hospitalisés, voilà, on les empêche d'avoir une bouteille d'eau parce que sinon elles boivent de l'eau juste avant de la peser. Parce que voilà, chaque matin, en fait, ces personnes sont pesées dans le cadre de leur hospitalisation pour voilà, contrôler justement le poids. Elles ont aussi, donc ces personnes-là, des pensées obsédantes, évidemment, sur l'alimentation, sur l'image de leur corps. Et bien souvent, elles ont une perception erronée de l'image de leur corps. C'est-à-dire que quoi qu'il advienne, même à 18 kilos, si on reprend le cas de cette personne dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien, elle se verra toujours comme soit un corps normal, mais la plupart du temps comme un corps très gros, quoi. Voilà. Alors, ce qu'on peut déceler aussi dans le fonctionnement pour repérer les maladies, c'est une hyperactivité, voire une compulsivité physique et intellectuelle, avec un hyperinvestissement dans le travail scolaire ou professionnel, une hyperactivité physique et un refus des temps de loisirs et de restriction du sommeil. Alors, par exemple, voilà, l'hyperactivité physique, moi, par exemple, ça a attiré mon attention puisque
les personnes qui étaient hospitalisées, moi je travaillais au rez-de-chaussée du centre hospitalier Sainte-Anne, et les personnes qui étaient hospitalisées, en fait, étaient hospitalisées de souvenir au 3e étage. Et on leur a imposé, par exemple, de prendre l'ascenseur parce que, voilà, du fait de l'hyperactivité physique, les médecins voulaient vraiment faire attention à ce qu'il n'y ait pas en permanence, qu'il y ait une suractivité due au fait de monter et descendre les escaliers. Évidemment, je vous dis tout de suite que oui, on a monté, on a descendu les escaliers ensemble parce que bon, l'hyperactivité ne se réduit pas à ça quand même. Voilà. Ce qu'on peut dire, c'est que les personnes atteintes de troubles du comportement alimentaire consultent plus fréquemment leur médecin généraliste que la population générale. Donc déjà, ça peut être un premier facteur qui peut attirer l'attention, c'est-à-dire quand une personne va très très souvent, à fréquence régulière, voir son médecin généraliste dans les années qui précèdent le diagnostic pour des plaintes somatiques diverses. Donc plein de choses qui tournent autour du trouble de comportement alimentaire, alors que le trouble du comportement alimentaire n'est pas avéré. Voilà la raison pour laquelle, comme je vous disais, c'est vrai que c'est assez complexe d'essayer de voir les premiers signes de cette maladie. Alors, j'ai retrouvé une citation, que vous trouvez des tonnes de livres dessus. Donc, il y a quelques années de ça, je pense que c'était dans les années 2010, le docteur Édouard Carrier a ouvert un accueil de nuit situé à Lyon. À l'époque, on en a beaucoup parlé parce que c'était une structure d'accueil et de prise en charge qui était vraiment très originale. Et selon lui, donc un article que j'avais trouvé, les personnes touchées par les troubles du comportement alimentaire sont parfaites entre 6 et 11 ans, premières de leur classe, ne disent jamais non, veulent être aimées de tous et veulent toujours aider leur mère. Alors je souligne leur mère parce que évidemment, voilà, ça m'a interpellée comment encore aujourd'hui on peut interpeller, on peut souligner le rôle de la mère plus que celui du père dans cette maladie. Alors, excusez-moi. Voilà. Et puis tous ces facteurs, alors, attendez, parce que là, ça m'a changé. Voilà. Des personnes qui sont parfaites entre 6 et 11 ans. Alors moi, j'aimerais qu'on m'explique voilà, ce que c'est une personne parfaite. Parfaite, voilà, il y a toujours des défauts chez quelqu'un. Première de leur classe. Alors, est-ce qu'il faut s'inquiéter quand votre fille, par exemple, est première de la classe et veulent être aimées de tous et veulent toujours aider leur mère. Donc, qui n'a pas envie d'être aimé de tous, j'ai envie de vous dire, mais là, c'est une question beaucoup plus vaste. Et veulent aider leur mère. Alors moi, ça me fait vraiment penser, par exemple, à une jeune femme qui avait des troubles du comportement alimentaire parce que, en fait, depuis qu'elle avait l'âge de 2 ans, elle avait été nourrie exclusivement pendant son enfance avec du lait et du chocolat chaud. Donc, en fait, c'est une personne qui n'a jamais eu la trace dans son corps de ce que c'était qu'une alimentation normale, entre guillemets, d'une alimentation équilibrée et qui vivait avec sa mère et son père. Donc, j'ai envie de dire en quoi sa mère serait plus responsable que son père du fait que, voilà, elle ait toujours mangé du chocolat chaud. Donc, je suis un peu provocante, évidemment, ce qui ne veut pas dire que je remets totalement en question cette citation, mais quand vous lisez des choses comme ça, moi, je vous inviterais à prendre quand même un pas de recul et à nourrir un peu un sens critique. Parce que sinon, quand on accueille des personnes touchées par ce trouble, alors moi, je suis une femme, je suis musicothérapeute, j'accueille des jeunes femmes et tout de suite, j'ai en tête qu'elles vont projeter des choses de l'image de la mère sur moi, alors que ce n'est pas forcément vrai, voyez. Alors, dans tout ça, là, j'ai repris, je tiens à préciser, les directives de la Haute Autorité de Santé, qui dit que les prises en charge doivent être précoces pour un meilleur diagnostic. Elles doivent être d'emblée pluridisciplinaires.
et le suivi total est estimé entre 5 à 8 ans en moyenne, même s'il peut durer une vie entière, hein, comme je vous disais, du fait de la chronicité de la maladie. Là encore, je vais attirer votre attention sur le précoce, parce que de toute façon, aujourd'hui, quelles que soient les maladies, que ce soit Alzheimer, que ce soit l'autisme, le terme de prise en charge précoce est vraiment très à la mode. Et pour autant, attention aux prises en charge précoces, voilà, parce que alors on va bientôt détecter l'anorexie à quel âge? À 4 ans, à 5 ans, à 6 ans. Et c'est vraiment problématique parce que ça stigmatise aussi des choses, ces histoires de diagnostic précoce. Donc voilà, il y a une grande, et quelles que soient d'ailleurs hein, les pathologies, donc il y a une grande vigilance à mon sens à apporter à ça. Hein, mais c'est important justement de vous resituer les directives de la Haute Autorité de Santé pour qu'on voit aussi par rapport à la musicothérapie comment ça peut s'inscrire justement dans ces grandes lignes définies par la Haute Autorité de Santé. Alors justement, pour aller plus loin, les objectifs définis par la Haute Autorité de Santé sont traiter les dysrégulations émotionnelles, les dimensions psychiques, restaurer un comportement alimentaire équilibré et adapté. Encore que le terme de restaurer, là, quand voilà, le comportement alimentaire n'a jamais, équilibré et adapté n'a jamais eu lieu, c'est plutôt voilà, établir, installer. Prendre en charge les complications somatiques, prévenir la rechute et articuler les soins. Bon. Alors, là encore, voilà, j'attire votre attention. Traiter, qu'est-ce que c'est? Restaurer, c'est quoi? Prévenir, c'est quoi? Et articuler, c'est quoi? C'est-à-dire, si on rentre dans la matière, là, si on rentre dans le concret, comment nous, dans nos prises en charge, on peut articuler toutes ces notions amenées par la Haute Autorité de Santé. Alors, hop. Donc là, je vous laisse lire. Hein. L'approche thérapeutique des troubles des conduites alimentaires doit être pluridisciplinaire, incluant les dimensions nutritionnelles, somatiques, psychologiques, psychocorporelles, sociales et familiales. Donc la mise en place des soins pose le problème de l'articulation, donc on y revient, hein, des différents intervenants dans un projet de soins au long cours, compte tenu de la chronicité. Alors là, j'ai mis en rouge, la prise en charge doit être organisée dans un cadre qui est le moins contraignant possible et le mieux adapté aux besoins et préférences du patient. Cette phrase m'a énormément interpellée parce que quand une personne arrive en hospitalisation et qu'elle pèse 18 kilos, ça veut dire que le pronostic vital est engagé. Hein. Donc là, d'abord, les jeunes personnes qui arrivent en hospitalisation, elles sont d'abord sous perfusion. Ensuite, les prises en charge hospitalières, souvent, elles sont dépendantes d'un contrat qui est établi. C'est pour ça que cette maladie est vraiment très dure parce que d'elle-même, la personne touchée par un trouble du comportement alimentaire va pas se dire ah ben demain il faut que je mange et youpi voilà je décide et c'est comme ça que ça va se décider. Donc la contrainte elle existe et c'est pour ça que j'étais très surprise de voir que la Haute Autorité de Santé disait bah oui, il faut un cadre le moins contraignant possible. La contrainte existe, il faut presque, c'est presque du comportementalisme, hein, j'ai envie de dire, de conditionner la personne à se réalimenter là où elle n'a plus l'habitude. Et les prises en charge en musicothérapie, en tout cas au centre hospitalier Sainte-Anne, dépendaient de ce contrat où il y avait différentes phases. Et si une phase, donc dite de phase 2, était respectée, à ce moment-là, les personnes pouvaient aspirer à des prises en charge en art-thérapie. Hein. Donc, ces prises en charge étaient conditionnées par derrière, par une prise de poids préalable.
Alors, voilà, il existe sûrement d'autres cadres de prise en charge, mais c'est compliqué d'emblée d'apporter une souplesse, en tout cas au cadre, qui soit le moins contraignant possible quand le pronostic vital est engagé et le mieux adapté aux besoins, on a vu par rapport à des personnes qui sont super contrôlantes. Voilà, donc comment on fait pour casser ça, quoi, hein, on ne peut pas faire que, évidemment, il y a une alliance thérapeutique qui est très importante, mais on ne peut pas faire qu'écouter le désir de la personne, tout du moins dans un premier temps. Alors, pourquoi je vous parle aussi de la haute autorité de santé et que je vous invite très fortement à aller voir, parce qu'on parle de reconnaissance métier et la haute autorité de santé parle de plus en plus de l'art-thérapie et de la musicothérapie dans ses recommandations de bonnes pratiques. Là, s'agissant de l'art-thérapie et de la musicothérapie, elle dit en l'état actuel des connaissances, l'efficacité de l'art-thérapie et de la musicothérapie n'est pas établie. Cependant, il n'y a pas de contre-indication à y avoir recours à condition que l'accompagnement multidisciplinaire recommandé soit maintenu. Voilà. Donc, on parle de nous, souvent, hein, c'est dans ces termes-là, dire, bon, ben voilà, scientifiquement, les bienfaits n'ont pas forcément été prouvés, mais en tout cas, il n'y a pas de contre-indication à ce que ce soit utilisé. Alors, on peut le voir de différentes facettes. Moi, je ne sais pas ce que ça vous fait de lire ça comme ça, mais en tout cas, voilà, on est mentionné, on parle de nous, on est intégré quand même dans un champ des possibles par rapport à des prises en charge thérapeutiques, ce qui me semble une bonne nouvelle. Alors, s'agissant, là on va rentrer plus dans la matière, hein, de la musicothérapie telle que j'ai été invitée à la pratiquer au centre hospitalier Sainte-Anne. Donc moi, ça fait, on va dire, ça fait 13-14 ans que je suis musicothérapeute et dans toutes les structures où il m'a été donné d'évoluer, j'ai toujours pu déterminer par moi-même quel type de dispositif j'allais mettre en place. Or, quand je suis arrivée au centre hospitalier Sainte-Anne, une prise en charge en musicothérapie réceptive m'a été imposée. C'était la condition sine qua non de ma venue. Et un dispositif de prise en charge en musicothérapie réceptive et en groupe. Tout ce qui est afin de travailler sur l'alexithymie. Donc, l'alexithymie, c'est tout ce qui est trouble de l'humeur et des émotions. Voilà, c'est l'incapacité en fait de se relier à son ressenti, à ses émotions pour les personnes accueillies et qui est un des problèmes majeurs, un des problèmes rencontrés par les personnes touchées par les troubles du comportement alimentaire. Alors, s'agissant donc d'un dispositif de musicothérapie réceptive, quels objectifs on peut donner? Alors, si je veux tout lire, il faut que je vous déplace. Alors, activer le processus de liaison entre émotion et verbalisation. Donc, je vous ai mis, hein, vous aurez une bibliographie à la fin, je vous ai mis, voilà, entre parenthèses, les auteurs auxquels je me référais pour définir ces objectifs. Ça veut dire que entre les émotions ressenties et la possibilité d'en dire quelque chose, il y a un gouffre chez les personnes voilà, touchées par les troubles du comportement alimentaire. Il y a un passage, il y a un pont dont on peut dire qu'il ne peut pas se faire ou qui se fait très difficilement. Et j'ai presque envie de dire, on peut rajouter aussi la notion du corps, donc le processus de liaison entre corps, émotion et verbalisation. Donc l'objectif de l'écoute, c'est créer un effet de surprise chez des personnes hyper contrôlantes, perfectionnistes, dans l'écoute qui permet de lâcher le contrôle sur les affects. Hein, c'est provoquer un effet de saisissement qui fait qu'à un moment donné, quelque chose surgit qui est une matière dont nous, en tant que thérapeute, on peut se saisir pour commencer à dénouer un fil avec la personne.
Ensuite, accepter l'intégration de la musique comme acceptation d'une nourriture sonore. Hein. Donc, voilà, il y a une telle fixation sur la nourriture, sur l'alimentation, qu'il est intéressant d'amener l'idée qu'on peut trouver d'autres façons de se nourrir, entre guillemets. Alors, je suis obligée de déplacer la galerie pour lire le reste. Donc voilà, donc après, hein, ça rejoint ce que je disais avant, créer un espace de dédramatisation par rapport à la nourriture, c'est-à-dire tout simplement, hein, sans utiliser des grands mots, créer un espace où on peut parler d'autre chose que du poids de la personne, de la nourriture, de ce qu'elle mange pas, même de son histoire de vie. Voilà, moi j'ai accueilli dans mes groupes des personnes qui en avaient assez d'être pesées tous les matins, qu'on contrôle leur sel, qu'on contrôle voilà, les toilettes. Alors évidemment, dans une intention voilà, d'endiguer des processus de défense qui sont très forts chez elles. Mais moi aussi, j'ai pu accueillir voilà, dans mes groupes des personnes tout à fait brillantes, tout à fait intelligentes et qui n'étaient non plus pas dupes sur ce qu'on essayait de faire dans le cadre de leur prise en charge. Et là, simplement d'apporter dans un espace de musicothérapie un peu de légèreté, un peu de nouveauté et tout simplement de se changer les idées. Hein. Ça peut commencer par là. Et à partir de l'écoute, voilà, dernier objectif, se raconter autrement et accéder à une meilleure connaissance de son monde intérieur, voire de son corps, hein, c'est-à-dire à partir d'une écoute, essayer de se relier à la sensation même de l'écoute, de ce que ça provoque dans le corps. Ça peut être effectivement très intéressant. Alors, je ne sais pas combien de temps a duré ma présentation, mais voilà, elle est bientôt finie. Et au-delà des questions, François-Xavier, tu me dis, hein, parce que là, ouais, enfin, bref. Prends le temps qu'il te faut. Hein, d'accord. Écoute, là, voilà, moi, j'ai terminé la présentation. Je voulais la terminer avec les questions suivantes, donc s'agissant de musicothérapie. Au-delà des questions sur lesquelles je vous ai interpellé pendant cette rapide présentation, c'est-à-dire quelles sont selon vous les limites et les avantages, mais enfin j'ai mis les limites, donc évidemment vous vous doutez que j'induis des choses, quelles sont les limites d'un dispositif de musicothérapie réceptive avec des personnes troubles du comportement alimentaire. Si on reste dans le réceptif, quels éléments pourrait-on apporter? Et si on migre vers de la musicothérapie active, que pourrait-on proposer? Voilà pour les trois questions que j'avais envie de vous amener et de partager avec vous. Et puis, écoutez, je vous remercie de votre attention par rapport à cette présentation et j'ai envie de dire que maintenant, je suis tout oui et que j'écoute vos questions. Et s'il n'y en a pas, je peux commencer à répondre, mais bon, je trouverais ça intéressant que voilà, chacun puisse apporter sa contribution. Merci Céline. Eh bien, écoutez, voilà, vous n'oubliez pas de réactiver votre micro pour pouvoir parler. On va voir. Si tout le monde parle en même temps, on essaiera de faire la police. Mais je pense oui, que, s'il vous plaît. Voilà. Mais ça va être... non, tout va se passer très bien. Hein. Vous n'hésitez pas. Si vraiment vous avez du mal à vous faire entendre, je pense que vous avez une petite icône qui permet de lever la main. Je crois que c'est en bas à droite, voilà. Et donc vous pouvez lever la main en cliquant, votre main apparaît et on voit, enfin votre main. Il y a une main qui apparaît sur votre petit écran et donc nous ferons attention à vous. Ne vous inquiétez pas. Allez, à vous maintenant. Bonsoir, moi je veux bien intervenir. Je suis Nathalie, je suis étudiante en musicothérapie à l'Institut de formation de musicothérapie de Nantes. Bonsoir. Et en parallèle, je suis infirmière dans un service d'addictologie, ce que j'appelle avec substance. Donc je suis un peu étonnée que vous n'ayez pas utilisé le mot addiction. Déjà, première remarque.
Et puis, par rapport à l'expérience de la musicothérapie auprès de ce public spécifique, je n'ai pas d'expérience, mais ce que j'aurais envie de dire, c'est comment amener ces patientes, on va dire patientes pour généraliser, comment les amener avec le support de la musicothérapie à être plus dans le faire et de ne pas être justement dans cette intellectualisation et de pouvoir justement au niveau de la musicothérapie réceptive, j'aurais plus la crainte qu'elle soit justement dans cette verbalisation très intellectualisée, très descriptive de la musique, du contenu de la musique et de ne pas être dans quelque chose de leur ressenti propre. Et de pouvoir utiliser la musicothérapie active, il me semble en tout cas que ça pourrait permettre d'être plus justement dans le faire et cette fameuse un peu perte de contrôle, d'être dans cet effet de surprise que peut amener la musicothérapie active, même si la musicothérapie réceptive sur des musiques que ces personnes-là peuvent découvrir, ça peut amener de la surprise, mais je partirais plutôt sur de la musicothérapie active auprès de ces personnes-là en prenant en compte leur degré par rapport aux conséquences du poids. Ça dépend à quel stade elles en sont de leur pathologie. Ok, merci beaucoup. Alors, il y a plusieurs questions. Alors, moi, j'aimerais revenir sur le terme d'addiction et j'aimerais que vous m'en disiez plus parce que c'est un terme qui est absolument pas utilisé dans la clinique des troubles du comportement alimentaire, tout simplement, et dans la littérature, tout du moins telle que je la connais. Et j'ai envie de vous demander, voilà, ce serait une addiction à quoi et qu'est-ce que vous, voilà, quand vous dites que vous êtes étonné, c'est que voilà, vous vous seriez attendu à ce que j'utilise ce terme, j'entends. Et comment vous l'auriez voilà, utilisé de par votre expérience en plus auprès des personnes voilà, qui sont hospitalisées en addiction. Sachant qu'au centre hospitalier Sainte-Anne, juste ce que je peux préciser, c'est qu'il y avait également un service d'addiction et dans le même temps, j'avais un groupe dédié aux personnes voilà, hospitalisées en addiction. Voilà ce que ça peut m'évoquer, mais en tout cas, on ne mélangeait pas les deux. Donc, qu'est-ce que vous auriez envie de dire voilà, par rapport à cette addiction ? Eh ben, par rapport à la région nantaise, en fait, vous avez cité le professeur Vénis là dans vos références. Oui. Donc, c'est lui qui a créé le service d'addictologie des troubles des comportements alimentaires sur la région de Nantes. Et lui, en tout cas, ce qu'il nous transmet dans toute sa clinique, c'est que cette absence d'alimentation, c'est ça l'objet, en fait. Et ce trouble addictif, il est vraiment dans cette perte de ne pas manger, de s'abstenir de manger. C'est ça l'objet de l'addiction. Donc, en tout cas, moi, je suis formée par cette clinique-là. Après, effectivement, ça a fait débat. Je pensais que ça ne l'était plus en 2020, mais comme quoi, bah, voilà, ça dépend aussi avec qui on travaille, je pense, quels courants médicaux. Donc, voilà. Après, je trouve que quand on a cette lecture clinique de l'addiction, moi, en tout cas, ça m'aide à comprendre cette clinique. Maintenant, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde. Peut-être que là, dans tous les participants, il y a des personnes qui travaillent plus spécifiquement auprès de ces personnes-là. Moi, je travaille auprès de personnes qui ont des addictions avec substance et donc on différencie bien effectivement cette question-là. D'accord. D'accord. Ben, merci beaucoup pour la précision parce qu'effectivement, là, on rentre dans quelque chose d'assez subtil qui est que l'addiction, enfin la substance, voilà, c'est l'absence même d'alimentation, hein, ou ça peut être la suralimentation. Voilà, l'objet d'addiction est ça. Donc, merci de le préciser. Et effectivement, ça apporte une autre compréhension. Je tiens juste à préciser que la présentation, je l'ai
l'ai précisé au début, mais je tiens à le repréciser, s'appuie sur une expérience au centre hospitalier Sainte-Anne. Moi, je n'ai pas travaillé avec des troubles du comportement alimentaire ailleurs, et que ce dispositif, donc tel qu'il m'a été demandé de le faire, avait pour objectif de traiter donc le trouble de l'humeur, la lexithymie. Hein. Voilà. Donc, moi, je fais le focus là-dessus par rapport à une expérience telle qu'elle m'a été, demandée. Maintenant, pour répondre à la deuxième question, donc sur le dispositif que vous mettriez en place, effectivement, quand j'induis quelle est la limite d'un dispositif de musicothérapie réceptive et quels apports on peut y apporter, on voit vite que si on fait une musicothérapie réceptive telle que décrite dans les fondements de la musicothérapie réceptive, à savoir le bilan psychomusical de Jacqueline Verdeau-Payès ou les dispositifs de Jacques Jost, eh bien, on tombe vite dans une verbalisation très contrôlée, assez pauvre, assez restreinte, où en fait les personnes voilà, disent en fait les réponses qu'elles croient qu'on attend d'elles. Hein. Et par exemple, c'est comme ça que pour voir jusqu'où ça allait, parce que moi ça m'interpellait, il m'est déjà arrivé de mettre des musiques absolument horribles avec des bruits comme pas possible, et que ces personnes-là, tellement coupées de leur émotion et de leur ressenti, disent « Ah bah oui, c'était très bien ». Et que ce qui a fait un peu basculer les choses, c'est quand moi, j'ai pu dire en tant que thérapeute que vraiment, je trouvais cette musique insupportable. Voilà. Et que vraiment, là, j'avais beaucoup de mal à écouter ça. Hein. Voilà. Donc, c'est vrai que ça amène la question de comment amener une verbalisation différente. Et puis, je trouve ça intéressant aussi d'amener cette réflexion là où aujourd'hui, il y a des dispositifs de musicothérapie réceptive où on dit « Ah, la musique, elle contribue à faire ceci, cela ». Ben, on voit bien que là, avec ces personnes-là, il y a quelque chose à faire au niveau de l'alliance thérapeutique et au niveau de travail de verbalisation pour amener à autre chose, quoi. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions, enfin, ou d'autres personnes qui veulent répondre aux questions que j'ai posées? Moi, j'ai une petite question, Céline. Oui, bonsoir Blandine. Bonsoir Céline. Je voulais savoir si tu pouvais nous décrire un petit peu ton ou tes protocoles de séance. Alors, les protocoles de séance, tout d'abord, j'ai fait ce qui était pratiqué avant, à savoir que parce qu'il y avait une musicothérapeute qui était là avant et donc qui avait fait des protocoles à partir du bilan psychomusical de Jacqueline Verdeau-Payès et les écoutes 2 par 2 de Jacques Jost. Alors, tout ça, c'est décrit dans un article qui a été publié par Viviane et Larry dans la revue française de musicothérapie. Voilà. Et franchement, moi, ça m'a posé beaucoup de questions. Je me suis vite retrouvée coincée là-dedans. Et Viviane et Larry, par exemple, dans son mémoire, avaient, quant à elle, essayé d'introduire, par exemple, des chansons pour voir si des musiques avec des paroles pouvaient changer quelque chose. Et elle choisissait en fait des musiques avec des paroles, je ne sais pas, j'ai en tête par exemple une musique de Clarica qui s'appelle « Je mens ». Voilà, donc déjà le titre est très évocateur. Et pour voir si vraiment ça changeait des choses. Il y a vraiment chez ces personnes des stratégies d'écoute, comme je vous ai dit en plus, qui sont extrêmement brillantes, extrêmement intelligentes. Hein, ça a été dit, souvent elles sont premières de leur classe, etc. Et donc, elles nous voient venir, hein, elles nous voient venir, voilà, et elles disent, bon, voilà ce qui est attendu, et moi, je ne vais pas trop me mouiller, je ne vais pas trop dire de choses, etc.
Donc, voilà, c'est 50-50 chez certaines personnes. Ça pouvait amener des choses, mais enfin, ce n'était pas non plus évident. Donc, au bout d'un moment, et c'est un peu le sens de ma question, c'est-à-dire quels apports on peut apporter par rapport à ces dispositifs de musicothérapie réceptive, ben, j'ai été amenée, si tu veux, à penser un peu les choses autrement en me disant comment je me sors de ce piège de cette verbalisation hyper contrôlée et qui remplit pas du tout bah, les objectifs en fait qu'on voudrait remplir, quoi. Et donc, j'avais trouvé deux idées qui ont plutôt bien marché, c'est-à-dire à la fin d'une écoute, 3 mots, uniquement 3 mots. Et j'avais pu constater que les 3 mots disaient bien plus de choses que des phrases en disant oui, 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 j'ai aimé, oui, oui, bah, c'était bien, oui, oui, j'ai pas aimé, non, non, c'était très bien. Enfin voilà, c'était quand même des phrases qui étaient assez récurrentes. Donc d'abord, première idée. Deuxième idée, c'était imaginer que c'est vous qui avez composé le morceau et pouvez-vous mettre un titre. Alors là, ce n'était pas des chansons, hein, c'était plus sur des musiques. Donc j'avais plus basculé sur des musiques qui n'étaient pas connues. Alors je commençais l'écoute par quelque chose de connu et la fin par quelque chose de connu, enfin a priori connu. Et au milieu, je ne mettais que des musiques donc sans paroles ou des paroles qu'on ne comprenait pas. Et je demandais, voilà, imaginez que c'est vous qui avez composé cette musique et quel titre vous pourriez mettre. Et moi, j'avais trouvé ça assez intéressant et c'est quelque chose que je continue de pratiquer depuis parce qu'il y a un accès qui est beaucoup plus rapide à la symbolisation et justement à l'imaginaire de la personne et à ce lien entre justement les émotions et la verbalisation. Et ça casse quelque chose de direct où tout de suite, avec le verbal, on voudrait avoir accès au ressenti de la personne. Mais ce n'est pas si simple que ça, quoi. Parce que quand vous dites, bon, ben voilà, vous passez les écoutes, oui, ben, j'ai préféré la première. Ah bon, mais pourquoi qu'est-ce que vous pourriez dire? Ah ben c'était très bien, ou c'était plus gai, point. Et puis voilà, et tout de suite, on se retrouve assez enfermé parce que dans ce genre de verbalisation, il y a quelque chose d'assez direct et puis de trop impliquant. Voilà, même ça reste trop impliquant. Tandis qu'à travers un titre qu'on peut donner, il y a une dimension ludique qui peut être amenée, sachant que moi, par exemple, je pouvais jouer le jeu avec elle. Et bon, des fois, je faisais exprès de partir loin pour vraiment dédramatiser et pour vraiment dire qu'on n'avait pas besoin de mettre des titres intello. Où je ramenais des pochettes de disques avec des titres que certains compositeurs avaient choisis, genre Pierre Boulez, Le marteau sans maître, voilà. Mais pour amener vraiment une dédramatisation par rapport à ça. Donc j'ai trouvé que l'accès à la symbolisation, à l'imaginaire et peut-être parfois une dimension du jeu pouvait être plus facilement amené avec ça. Donc ça, c'est la première partie de la réponse. Et après, j'ai bougé des choses, mais je vous dirai, voilà, excusez-moi, je fais un peu de teasing. Voilà, je vous dirai, voilà, mais je n'hésiterai pas à répondre à la suite de la question, Blandine. Juste, voilà, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont envie de répondre là, à ces questions que je vous ai amenées ou qui ont des remarques à faire? Jean a demandé la parole. Alors, Jean. Bonsoir, Jean. Bonsoir Céline. Bonsoir. Merci beaucoup pour votre intervention que j'attendais avec impatience. Ah bon. Parce que je travaille dans un service hospitalier depuis peu et on a eu le cas que je voudrais partager avec vous de deux jeunes filles, deux sœurs qui sont arrivées pour anorexie dans le service. Et ce que je voudrais déjà vous dire, c'est le malaise que ça peut créer au sein du service hospitalier quand il n'y a pas un service spécialisé dans les troubles du comportement alimentaire.
Alors peut-être que Nathalie, tout à l'heure, avait raison. S'il y avait un service d'addictologie un peu plus poussé, on aurait eu plus de billes. Mais là, on a été un peu tous démunis face à ce problème-là. Voilà, c'est un problème sur lequel il y a peu d'outils. Donc je vous remercie de votre intervention parce que ça m'a permis aussi de voir aussi en plus comment la musicothérapie pouvait s'intégrer. Et du coup, ce dont je voulais vous faire part, c'est la façon dont j'ai travaillé avec elle, parce que donc 2 sœurs anorexiques en plus, c'est pas courant. Elles ont été prises en charge ou prises en soin pour des activités de théâtre où elles étaient ensemble, des activités donc pas d'activités de cuisine, mais d'autres types d'activités. Et moi, j'ai fait le choix délibéré de les recevoir séparées. Parce que je pensais que ça pouvait être intéressant de traiter la médiation avec les 2 sœurs séparées. Alors, j'ai fait le choix de faire 2 choses complètement opposées, c'est-à-dire du réceptif avec l'une et de l'actif avec l'autre. Donc, je voulais aussi vous répondre sur la musicothérapie active. Qu'est-ce que ça peut donner? Eh ben, ça donne pas grand-chose avec des anorexiques, la musicothérapie active, parce que comme vous le disiez, il y a une opposition passive qui est très 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 forte. Il y a un refus de soins qui est permanent. Et il y a un contrôle, un autocontrôle voilà, omniprésent. Donc, j'avais décidé que l'une avait l'air un peu plus intéressée par les instruments, donc j'allais la mettre sur de l'actif. Et je me suis tenu à ça coûte que coûte, mais plus ça allait, moins elle jouait de notes, et plus elle nous demandait de jouer, mais elle, ça ne l'intéressait pas. Jusqu'au dernier jour où j'avais installé tout le dispositif. J'ai essayé différentes manières parce que vraiment, elle créait au xylophone des petites séquences qui étaient très intéressantes. Comme c'était 2 sœurs passionnées par le hip-hop, j'ai réussi à essayer de motiver cet intérêt-là. Mais non, elle savait pas jouer, elle voyait pas l'intérêt. Et puis, donc de ce côté-là, ça a été très dur. Et du côté du réceptif, là, j'ai été que dans son sens, c'est-à-dire que j'ai voulu aller savoir ce qu'elle écoutait. Et il s'est trouvé que c'était 2 jeunes filles de 12 et 13 ans et que j'avais l'impression d'avoir affaire à des personnes de 18 ans. Oui. Elles avaient des capacités intellectuelles, pas premières de la classe, mais des capacités hors normes. C'est-à-dire que quand je dis qu'elles écoutaient du hip-hop, elles avaient une connaissance très précise et méticuleuse du hip-hop. Donc j'ai été dans ce sens-là pour essayer de mieux la connaître, mais il n'y avait aucun échange possible. Dès que je lui faisais écouter autre chose, et voilà, c'était nul, c'était pas ce qu'elle voulait. Donc j'ai été loin Je pense que le réceptif a plus fonctionné que l'actif, mais c'est des prises en charge, en tout cas je voulais témoigner de ça, que c'est vraiment des prises en charge compliquées où on ne sait pas vraiment le résultat, quoi. Elles ont été sorties d'hospitalisation, mais on est un peu inquiet parce qu'on se dit qu'elles vont revenir et voilà. Et oui, c'était le sens de ma question, c'est attendez-vous à ce que les personnes, quand elles sortent, même si elles vont mieux, elles reviennent. Et moi, j'ai eu même 2 cas de décès en 5 ans. Et des cas de décès qui étaient particulièrement difficiles parce qu'on voit ces personnes maigrir, voilà, devenir jaune, devenir livide parce qu'il y a des fonctions corporelles qui ne fonctionnent plus. Et c'est assez, oui, en tout cas, ça laisse des traces. Voilà, moi, je peux vous dire que je m'en souviens toujours. Alors, plusieurs choses qui ont attiré mon attention dans ce que vous avez dit. La première, c'est s'agissant de la musicothérapie réceptive, l'objet instrument devient l'objet alimentation, donc devient un objet de persécution et évidemment, il fait l'objet, c'est le cas de le dire, d'un refus. Donc voilà, donc ça ne m'étonne pas que ça ait plus ou moins fonctionné.
Et l'autre chose, oui, par rapport à la musicothérapie réceptive, alors je vais répondre à la suite de la question posée par Blandine. J'avais pour ma part de plus en plus restreint la verbalisation. J'avais mis en place des tapis pour que les personnes s'allongent. Et on pouvait voir, quand elles étaient allongées, des réponses corporelles à la musique. Voilà, donc je prenais des musiques soit très rythmées, je mettais ou des musiques vraiment dites relaxantes. Et je pouvais voir qu'il y avait des résultats. Donc, enfin des résultats, j'aime pas trop ce mot. J'ai pu constater en tout cas qu'il y avait des instants de détente, une dédramatisation par rapport à la parole, par rapport à un stress de ce qu'on pouvait attendre d'elle, d'autant que je rappelle que dans le cadre de l'hospitalisation, c'était l'objet d'un contrat. Donc, où est le libre arbitre de la personne quand elle vient voilà, à ces séances où la phase d'après, on lui dit, bah, voilà, si tu viens en art-thérapie, on va t'autoriser une sortie par semaine ou 2 sorties par semaine. Donc voilà, et ça, c'est tout un système contre lequel vous ne pouvez pas lutter, même si vous n'êtes pas en phase avec ça. Parce que ça, c'est un des inconvénients quand même de services spécialisés en troubles du comportement alimentaire. Hein, c'est qu'il y a tout un protocole de prise en charge, voilà, avec lequel moi, personnellement, je ne me sentais pas forcément à l'aise. Et donc, tout ça pour dire que j'avais décidé donc d'allonger les personnes et que j'ai pu voir qu'il y avait des réponses corporelles. Et là encore, il y avait une stratégie de contrôle. C'est-à-dire, je voyais bien des corps qui bougeaient et je pouvais voir chez ces personnes, je leur dis, mais votre corps, il bouge. Oh, tout de suite, elles s'arrêtaient. Oh, je suis hyperactive. C'était comme l'histoire des escaliers, quoi. Ah, bah, il y a une hyperactivité. Ah, bah, faut pas bouger parce que alors c'est mal. Et puis, alors après, on va pas m'autoriser ma sortie ou je sais pas trop quoi. Enfin, bon, je vous dis pas. Et la chose que j'ai faite, c'est que je les ai encouragés, je les ai fait exagérer ce qui était perçu comme de l'hyperactivité corporelle, et peut-être que ça en était, mais pour le mettre dans le rythme, pour remettre du sens derrière tout ça. Et donc, pour faire bouger le corps, donc partir de ce qui est là, de ce qu'on peut percevoir, pour le mettre dans la musique, pour le mettre dans le rythme qui était proposé par la musique de l'instant. Hein. Souvent, il y avait des mains qui bougeaient, c'est vrai qu'il y avait des trucs comme ça. Donc, par exemple, vous pouvez me mettre à côté des personnes pour essayer de remettre un tempo derrière tout ça, de structurer un peu cette expression incontrôlable, quelque part, qui sortait du corps. Hein. Voilà pour et j'ai terminé en fait mon expérience au centre hospitalier Sainte-Anne là-dessus, hein, ce que je peux vous en dire. Après, moi, pour rebondir sur votre expérience, j'ai travaillé dans le même temps dans un foyer d'accueil médicalisé où il y avait une jeune femme schizophrène qui, du jour au lendemain, avait des voix persécutrices qui lui soufflaient qu'il fallait qu'elle arrête de manger et qui perdait du poids. Et j'ai bien vu que, ben, voilà, ce que vous disiez, c'est que toute l'équipe était complètement désarçonnée parce que là, même si la pathologie initiale, c'était la schizophrénie, ben, voilà, on était typiquement dans un trouble du comportement alimentaire et j'entends bien tout le désarroi dans lequel ça peut plonger. Ah oui, et l'autre point sur lequel je voulais répondre aussi, c'est que moi, j'aurais fait comme vous, j'aurais séparé les 2 sœurs. Mais peut-être qu'après, de prime abord, c'est ce que j'aurais fait. Mais peut-être qu'après, en fonction de voir comment ça prenait pas, peut-être que j'aurais essayé de les remettre ensemble pour comparer, quoi, pour voir la différence que ça faisait. Mais j'aurais tâtonné parce que j'estime que voilà, il n'y a pas de réponse toute faite par rapport à ça. Merci. Je vous en prie. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent intervenir et poser des questions? Bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi, oui, c'est moi le cas. Je n'ai pas trouvé comment faire pour
prendre la parole avec la Non, mais main. ça Du coup, marche je me très suis bien. permise à désactiver. Ah, Oui, très c'est bien. très bien. Ça Donc, marche. je voulais demander si jamais il y a eu une fois où c'est les patients qui choisissaient les chansons et non pas vous, ou bien si vous avez tenté ou pensé à faire cet exercice ou bien cette expérience, et si c'est pas possible, pourquoi? Merci. Si, j'ai vécu une expérience très forte comme ça parce que donc chaque séance, je proposais aux personnes de pouvoir ramener une musique. C'est quelque chose que j'aime bien proposer parce que mine de rien, entre guillemets, c'est un engagement. Et puis, c'est intéressant aussi de voir qu'il y a des personnes qui disent chaque semaine qu'elles vont ramener quelque chose et puis au bout du compte, elles ne ramènent rien. Hein. C'est de voir le processus auquel ça amène comme ça. Alors justement, c'est marrant parce que ça parle de la jeune femme dont je vous parlais, donc qui pesait 18 kilos, une jeune femme, je crois d'une vingtaine d'années, hein, si je me souviens bien, qui pesait 18 kilos en entrant, dont les parents rentraient très tard et qui se chargeait de l'éducation en fait de son petit frère. Hein. Eh bien, un jour, je lui ai alors, les éléments que je vous donne, je précise, moi, je ne les avais pas au préalable. Je n'aime pas regarder les dossiers avant d'accueillir les gens. Voilà, je sais qu'ils ont un trouble du comportement alimentaire, je savais qu'ils étaient hospitalisés, mais j'aime bien me laisser l'occasion d'écouter une histoire de vie par les personnes elles-mêmes. J'aime bien découvrir, me laisser surprendre et après, si j'ai des interrogations, je vais voir le dossier patient où j'essaye d'avoir plus d'informations, juste pour vous resituer un peu la démarche. Donc moi, je n'avais pas tous ces éléments et elle me dit, mais moi, je vais vous ramener quelque chose la semaine prochaine. Alors, je ne sais pas si vous voyez, donc elle l'a ramené, hein, la chanson. Parce que c'était une jeune femme très touchante et puis qui vraiment était dans la vie, qui a laissé une trace chez tout le personnel soignant, qui avait envie d'interaction, voilà, qui avait créé un espèce de chez-soi dans ce service. Et donc, je ne sais pas si vous connaissez la chanson de Maître Gims, Problème d'adulte. Voilà, donc j'ai lu les paroles de cette chanson et elle nous a dit voilà, que ça l'a touché beaucoup, que ça retraçait l'histoire de sa vie. Et donc, je suis allée voir le dossier patient et effectivement, tout était dans la chanson, toute son histoire de vie était dans la chanson et je ne vous cache pas que même quand là je vous parle, j'en ai des frissons parce que j'aime pas particulièrement Maître Gims, hein, pour tout vous dire, mais d'écouter cette chanson me fait toujours penser à elle et à cette histoire. D'accord, merci. Donc en fait, pour elle, c'était un moyen de s'exprimer et de peut-être dire les choses qu'elle ne pouvait pas dire verbalement. Disons que elle s'exprimait très bien, cette jeune femme, mais encore une fois, d'y aller en direct pour raconter sa vie s'avérait trop direct. C'est le cas de le dire pour elle. Et donc, le fait de pouvoir amener cette chanson a pu amener son histoire et de la déposer au sein d'un groupe. Et ce qui était très marrant, c'est que les personnes qui étaient hospitalisées avec elle, et donc elles se connaissaient toutes très bien, voilà, eh bien, ne connaissaient pas non plus cette histoire. Donc, voilà, dans ce contexte-là, avec l'aide d'un objet intermédiaire, voilà, quel que soit le type d'objet que vous voulez, mais en tout cas, de cette médiation-là, une histoire a pu ensuite se verbaliser. Donc, c'est ça qui est intéressant. Jean, tu veux reposer une question, je crois? Non. Non, d'accord. Moi, je veux bien reposer une question. Oui, Blandine, alors vas-y, repose, dis-moi. Je voulais savoir si tu avais eu l'occasion de faire des expériences autour de la voix avec les personnes et quel était le rapport avec leur voix, s'il y a des ateliers possibles autour de ça. Merci. Alors, j'aurais bien aimé, et si aujourd'hui je dois être musicothérapeute pour des personnes touchées par le trouble de comportement alimentaire, c'est bien
évidemment là que j'irai. Mais je n'y étais pas autorisée. Voilà. J'ai posé la question à ma chef de service de l'époque et j'ai dit que je voulais faire autre chose que de la musicothérapie réceptive, ou du moins de mélanger. Alors j'avais aussi l'idée, si tu veux, de mélanger avec de l'écriture, parce que je trouvais intéressant de dérouler le fil en fait des trois mots là, comme je vous ai dit, hein, des 3 mots qu'on peut donner suite à une écoute, et de les reprendre pour raconter une histoire, tout simplement. Ça, c'est quelque chose que j'aimais bien faire. Donc j'ai émis cette possibilité et j'ai reçu un non net et catégorique, mais il est évident pour moi que avec le recul, avec l'expérience, etc., que chez ces personnes-là, la voix peut vraiment aider à rentrer en vibration avec le corps et peut vraiment contribuer à amener un ressenti corporel, et puis peut favoriser vraiment une expression et tout simplement aller vers le processus de création, quoi. Après, le danger, voilà, la chose à laquelle je pense qu'il faut être vigilante dans un rapport avec la voix, parce que ces mêmes personnes, par exemple, demandaient souvent, ça c'est quelque chose qui est intéressant, elles demandaient souvent à faire théâtre ou danse, hein, parce que ça renvoie encore une fois le théâtre et la danse à l'image qu'on peut cultiver de soi, hein. Et en plus, ce qui était assez compliqué, c'est que la salle qui était dédiée à la danse ou au théâtre, il y avait un grand miroir dedans. Voilà. Donc, il y avait des personnes visiblement, enfin mes collègues danse-thérapeutes ou dramathérapeutes me disaient que voilà, il y avait un gros travail à faire par rapport à ça, parce que soit elles étaient collées au miroir pour se regarder, ces personnes, soit voilà, c'était beaucoup trop violent. Donc, le travail avec la voix, mais j'ai envie de dire, comme souvent on peut être confronté en musicothérapie aussi, hein, c'est de vouloir tout de suite faire de la musique, être dans la musique, chanter des chansons, pourquoi pas se fantasmer en une star ou je ne sais pas. Enfin, en tout cas, voilà, ça peut renvoyer à cette histoire d'image que l'on veut avoir de soi, de ce perfectionnisme. Et de ne pas accepter, par exemple, ces déraillements de la voix ou quelque chose comme ça. Donc là, moi, j'apporterais une vigilance à ça, mais j'avoue que personnellement, quand je travaille avec la voix, moi, je ne suis pas trop là-dedans. Donc bon, après, ça dépend vraiment des pratiques. Mais évidemment, oui, c'est ça que j'amènerais en particulier, quoi. Ouais. Alors, il y a une question sur le chat de Nathalie qui demande, en fait, au niveau du dispositif, combien de personnes il y a dans les groupes, hein, voilà. Ouais. Puis après, il y aura Fatma qui voudrait intervenir. D'accord. Alors, le dispositif au centre hospitalier Sainte-Anne, le cadre institutionnel n'était vraiment pas évident parce que d'une semaine à l'autre, je ne savais vraiment pas qui arrivait. Donc moi, j'avais écrit un dispositif avec 8 personnes grand max, mais en fonction des indications ou de tel médecin qui avait décrété. Bon, en général, ils décidaient tous la même semaine de m'envoyer des personnes, et puis après, pendant 2 mois, il n'y avait plus personne. Donc déjà, je n'avais pas de contrôle par rapport à ça. Disons que voilà, le cadre fantasmé, le cadre idéal pour moi aurait été d'avoir 8 personnes. Enfin, de toute façon, je n'ai jamais eu plus de 10 personnes hein, dans ce groupe. Et surtout, la difficulté, c'est que d'une semaine à l'autre, même hospitalisée, voilà, je ne savais vraiment pas qui allait revenir, pas revenir. Des personnes sortaient de l'hospitalisation ou avaient de visites de la famille, etc. Et je n'étais pas forcément informée parce que Sainte-Anne est vraiment une grosse machine, mais enfin bon, comme beaucoup de centres hospitaliers. Et donc, c'était très, très difficile de tenir un fil, voilà, par rapport à ça, hein, pour répondre à ta question, Nathalie. Et voilà, je rajouterai aussi que l'atelier durait 1 heure hein, et avait lieu 1 fois par semaine. Hein. Fatma? Bonsoir. Oui, bonsoir. Pour la caméra ce soir. Donc, je vais être uniquement présente par ma voix.
D'accord. Voilà, je voulais vous demander si vous avez déjà essayé de faire des séances de musicothérapie en intégrant des membres de la famille ou bien des personnes proches à la patiente ou bien au patient et d'essayer de voir s'il y avait une complicité ou bien un échange plus productif. Alors, dans le cadre de ces pathologies-là, non. Et le but de l'hospitalisation était vraiment, alors ça c'était très clair, c'était de couper ces personnes de leur famille. Comment on pourrait qualifier ça, je ne sais pas. En tout cas, les modalités d'hospitalisation faisaient que dans un premier temps, ces personnes-là ne pouvaient pas voir leur famille et ne pouvaient les revoir qu'à partir du moment où elles reprenaient du poids. On l'a vu dans la présentation, il y a des contextes familiaux qui sont pas évidents souvent derrière cette pathologie. Il y a une idéalisation, il y a un manque des parents, etc., qui fait que clairement, là, il est clairement établi que pour le moment, on préfère couper les personnes de leur environnement proche. D'accord, merci. Donc, j'ai déjà fait des dispositifs de musicothérapie avec les familles, notamment dans le cas de Alzheimer, mais pas de troubles du comportement alimentaire. D'accord. D'accord, merci. Juste pour rajouter, moi je pense que ce serait un bon outil et néanmoins, ce n'est pas parce que je vous dis que je ne l'ai jamais fait qu'il ne faut pas le tenter. Jean l'a souligné, c'est pas facile de travailler avec ces pathologies-là. Et moi, j'ai envie de dire, si vous avez l'élan de faire ça, ben, pourquoi pas le tenter et de voir ce que ça donne. Oui, merci. Je vous en prie. Oui, Nathalie. Oui. Ton micro est coupé, Nathalie. Non, je ne t'entends pas, Nathalie. On voit que ton micro est coupé. Je ne sais pas si je peux te le réactiver. Oui, ça y est, c'est bon. Ouais. C'est bon là, excuse-moi. Pas de souci. Je voulais savoir une chose. Comme tu disais, tu avais des groupes entre 5, 10 et que ça a changé tout le temps. Est-ce que tu n'as pas dit si les personnes se parlaient entre elles? Et si à ce moment-là, elles se parlaient entre elles, s'il y avait possibilité de faire des échanges par groupe de 2, etc., sur les musicothérapies, sur la musique réceptive. Parce que si tu étais en groupe, est-ce qu'elles se parlaient facilement entre elles? Non, elles ne se parlaient pas facilement entre elles. Mais merci pour la question parce que oui, c'est une question qu'on m'a très peu posée. Non, elles ne se parlaient pas facilement entre elles. Ce qui explique pourquoi la jeune personne avec Maître Gims avait besoin de la chanson comme passerelle pour s'adresser au groupe. Voilà. Et alors, la seule situation dans laquelle elles se sont beaucoup parlé entre elles, qui est assez marrante, mais qui n'a pas du tout été marrante pour moi à vivre sur le moment, c'est que très régulièrement, parce que le centre hospitalier Sainte-Anne est un centre qui bénéficie d'un certain rayonnement, surtout s'agissant des troubles du comportement alimentaire, donc il y avait très régulièrement des journalistes qui venaient. Donc il y avait l'émission là, de Marina Carrère-Dancos, je ne sais plus, qui passait sur la 5 là, le midi. Bon, le nom m'échappe. Mais toujours est-il que le matin même de mon arrivée, moi je travaillais 2 jours par semaine au centre hospitalier Sainte-Anne, on me dit, bah, tiens, au fait, il y a des journalistes qui arrivent aujourd'hui dans ton atelier. Pardon, quoi alors, Camille, je vois ton message, j'y réponds après. Oui, voilà. Donc, on m'a imposé ça. Enfin, on me l'a imposé, mais je ne me suis pas laissée faire, mais ça m'a demandé vraiment de faire un trajet parce qu'à l'époque, je n'avais pas 13 ans d'expérience dans la musicothérapie, si vous voyez ce que je veux dire. Et quand votre hiérarchie vous dit bah, le journaliste vient et puis c'est tout, bon, d'accord, ok. Et toujours est-il que avant que les journalistes rentrent, j'ai dit bah, écoutez, moi j'ai besoin de parler à mon groupe pendant 10 minutes.
Et là, il y a eu beaucoup d'échanges. Enfin, voilà, en même temps, c'était très intéressant parce qu'il y a eu beaucoup d'échanges avec les personnes. Pour la plupart, ont refusé la présence des journalistes parce qu'elles m'ont dit bah, écoutez, ce matin, ils nous ont filmé pendant la pesée sans nous demander notre avis. Alors, vous imaginez, vu la problématique des journalistes qui débarquent comme ça, bah, au fait, hein, on vous filme en train de vous faire peser. Bon. Voilà, et ce jour-là, ouais, il y a eu beaucoup d'échanges, elles se regardaient entre elles, voilà. C'était quelque chose de très spontané, mais elles étaient tellement choquées par la façon dont elles se sentaient traitées qu'il y a eu un consensus, et d'ailleurs après, par rapport au groupe, il s'est passé d'autres choses. Et moi, j'ai dit, bon, ben voilà, je vais faire mon atelier avec vous toutes. Et puis, ben, je vais, si vous voulez, je vais garder les personnes qui sont d'accord 10 minutes à la fin. Et puis, on fera rentrer les personnes qui ne sont pas d'accord, vous sortirez. Et puis, j'ai gardé 10 minutes à la fin avec les journalistes qui voulaient poser des questions avec les personnes consentantes. Hein. Voilà, ça c'est vraiment un exemple où il y a pu y avoir de l'échange, d'une situation inopinée, de surprise, hein, voilà, comme ça. Alors, il y a deux questions que j'ai vues Alors, il y a la passer. question de, si tu veux, je peux te la lire, la question de Camille, qui Oui. en fait dit la dynamique de groupe est-elle porteuse, voire thérapeutique? Et puis au contraire, aussi les séances individuelles seraient-elles également indiquées et bénéfiques? Parce que tu parles des séances de groupe, alors qu'en est-il Ouais. de travail plus individuel? Voilà. Et puis la question de Sarah, je te l'ai dit tout de suite, hein, c'est Oui. le parle même des journalistes, hein, ne pose-t-elle pas de soucis au niveau du secret professionnel que nous devons Ouais. respecter? Oui. Alors, Camille, pour répondre à ta question, la dynamique de groupe, pour qu'il y ait dynamique de groupe et qu'il y ait observation très précise des processus de groupe, il faut qu'il y ait les mêmes personnes qui arrivent de semaine en semaine. Bon. Et là, comme j'ai pu vous le dire, ben, ce n'était pas le cas. Voilà. Donc, c'était vraiment, le cadre institutionnel était particulièrement aride, j'ai envie de dire, à ce niveau-là, et n'a pas permis de repérer des fonctionnements, en tout cas, par rapport à ça. Et c'est également, je vais vous dire honnêtement, assez frustrant. Et si vous avez l'occasion, alors, je ne sais pas si c'est dans l'article de la revue de l'Association française de musicothérapie, mais Viviane Larry avait fait aussi un mémoire. Moi, j'étais super rassurée en lisant le mémoire qu'elle-même ben, voilà, faisait exactement le même constat. Donc évidemment, des prises en charge individuelles, bon, oui, peuvent être beaucoup plus indiquées, mais peut-être plus impliquantes dans le face-à-face et dans la relation transférentielle par rapport au thérapeute. Et on voit bien, en particulier chez ce type de personnes, autant il y a d'autres types de personnes qui sont contentes d'être coucounées, on va dire, et d'avoir une relation privilégiée en tout petit comité, mais chez ces personnes-là, voilà, moi j'avais demandé à faire des prises en charge individuelles, enfin je faisais une prise en charge individuelle parce que j'avais dégagé un petit temps comme ça, et avant l'intégration dans le groupe, je demandais à voir les personnes en disant voilà, vous allez être intégré dans un groupe, voilà le cadre, vous venez chaque semaine, etc. etc. Si vous ne pouvez pas venir, vous me prévenez. Si vous devez sortir d'hospitalisation, s'il vous plaît, prévenez-moi, etc. etc. Enfin, j'essayais de poser un cadre à toutes les défaillances institutionnelles pour ne rien vous cacher. Et ces jeunes femmes en particulier étaient toutes tremblantes. Il y avait des tout petits filles de voix qui sortaient comme ça. Enfin, on voyait que ça demandait un effort et une implication très particulière, quoi. Alors ça, c'est pour répondre à ta question, Camille. Et Sarah, eh bien oui, voilà, la question du secret professionnel, la question du formulaire voilà, la question du formulaire à signer. Alors heureusement, avant cette expérience du monde de la santé, alors, je ne sais plus comment ça s'appelait l'émission, enfin voilà, j'avais vécu une autre expérience pour Santé Magazine. Et voilà, là, j'étais un peu plus armée pour cette expérience-là. Et tout de suite, oui, il y a des formulaires d'autorisation et je les ai fait remplir tout de suite par les personnes consentantes. Mais oui,
Sarah, on ne peut pas effectivement filmer comme ça des personnes contre leur gré. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé par rapport à la pesée et par rapport au consentement de ces personnes. En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'elle semblait très surprise que moi, parce que je ne sais plus, c'était un mardi et les caméramans étaient là toute la semaine et est arrivé le lundi, elle semblait très surprise que je leur demande leur avis. Voilà ce que je peux en dire. Alors, Marion, qu'en est-il? Alors, oui, pardon. Tu peux me lire la question de Marion, s'il te plaît, François-Xavier, parce que je n'ai pas eu le temps de tout lire. Qu'en est-il des prises en charge? Avez-vous eu d'autres obstacles lors de propositions d'évolution des séances au chef de service? Alors, moi, je ne travaille plus dans ce service, voilà, parce que au bout d'un moment, moi, je vais être tout à fait honnête avec vous, c'est vraiment minant. Jean l'a dit, la difficulté de cette maladie, la difficulté de prise en charge, quand on a l'élan en tant que thérapeute de vouloir faire quelque chose et que voilà, on se trouve privé de cet élan, même avec les argumentaires à la clé. Donc, c'est un peu pour ça que je suis partie, pour tout vous dire, même si j'ai adoré cette expérience. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà, c'est un service aujourd'hui qui tend à disparaître ou à se péricliter. Enfin, tout le service qui était dédié à l'art-thérapie là-bas. Voilà, donc aujourd'hui, je ne sais pas trop comment ça peut se goupiller pour répondre à la question de Marion. J'espère que j'ai répondu. Jean aimerait intervenir à nouveau. Oui, Jean, dis-moi. Oui, c'était parce que, pour revenir sur la musicothérapie active, j'ai une collègue qui travaille avec la voix dans les cas d'anorexie. Moi, je ne l'ai pas fait parce que je ne suis pas à l'aise avec ce média-là. Mais en fait, ce qu'elle m'expliquait et qui, à mon avis, peut être intéressant, c'est par là que passe la nourriture. Donc, essayer d'aller chercher à travailler cette zone-là, de ce qui sort, de ce qui rentre. Elle marchait à tâtons quand même quand elle faisait ça, parce qu'elle se rendait bien compte que la personne en face était intelligente et qu'elle comprenait de quoi elle parlait. Exactement. L'air qui rentre, l'air qui sort. Donc, mais je pense que ça peut être une piste peut-être à essayer de filer, quoi. De toute façon, après, il faut y aller par étapes. Moi, j'ai pu peaufiner depuis mon expérience sur la voix, mais à l'époque où j'étais à Sainte-Anne, je n'étais pas non plus une pro de la voix, pour tout vous dire. Je travaillais quand même un peu avec la voix, et quand je vois que le passage par la voix, là encore, ne pouvait pas se faire de façon directe, et bien à ce moment-là, je travaillais sur la respiration et sur le souffle. Voilà, comme ça, il n'y avait pas à entendre sa voix, mais il y avait quand même un passage qui pouvait se faire et d'expérimenter cette sensorialité. Et je pense que même nous, en tant que thérapeutes, si on n'est pas des pros de la voix, c'est plus facile aussi de s'approprier ça. Monique pourrait prendre la parole peut-être pour la question que vous avez posée par écrit. Alors, Monique. Pas forcément, ou alors voilà, je la lis. Voilà. Bonsoir. Voilà Monique. Voilà. Bonsoir. Qu'est-ce que vous deviez restituer à l'équipe médicale de tout votre travail? Oui, j'imagine, oui, déjà. Et en fait, quelle place vous aviez dans l'équipe? Ça revient à ça. Nous, les art-thérapeutes, nous étions des épiphénomènes. Donc, voilà, ce que je peux vous dire, par exemple, à titre d'exemple, c'est quand j'ai vu, par exemple, un jeune homme qui, de semaine en semaine, disparaissait sous son manteau et devenait jaune. J'ai vite compris que là, ça n'allait pas bien du tout. Donc, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Je suis montée, donc ça montait au service des troubles du comportement alimentaire, ça, je l'avais déjà fait, mais j'ai frappé à la porte de son médecin référent. Qui m'a regardé de haut, auprès duquel j'ai dû me présenter parce que ça faisait 5 ans que je travaillais là, parce que c'est arrivé la dernière année.
Et je lui ai dit, bah voilà, je suis inquiète pour telle personne qui disparaît sous son manteau et qui devient jaune. Il m'a regardé, genre, c'était qui toi pour me poser des questions comme ça? Et qui m'a dit, oui, oui, il a un problème, je sais plus, de digestion. Et bah oui, oui, effectivement, ça va très mal. Ah, d'accord, merci. Bon, mais je cite cet exemple, mais c'est tout à fait révélateur. C'est-à-dire, si vous n'allez pas vous remettre dans le giron de l'équipe, bon, voilà, dans ce contexte-là, c'était pas possible. Ce qui m'a plus aidé à avoir une vision globale. Donc, pour répondre aussi, il n'y avait pas de réunion, comme par exemple, moi, dans d'autres endroits où j'ai pu travailler, des réunions de synthèse, des réunions d'équipe. Et en plus, ce qui était particulièrement difficile, c'est qu'à l'époque, au centre hospitalier Sainte-Anne, les services se tiraient un peu la bourre, pour tout vous dire. Hein. Donc, ce qui m'a donné une vision globale, c'est quand il y a eu une informatisation, en fait, pour répondre aux exigences du dossier unique du patient et au projet d'accueil individualisé de la personne. Où moi, je devais là, j'étais contente parce que quand même, il y avait un endroit où je pouvais laisser une trace de ce que je faisais, donc dire j'avais accueilli telle personne de telle heure à telle heure, je pouvais laisser un commentaire et surtout, je pouvais avoir une vision de l'ensemble des personnes au centre hospitalier Sainte-Anne qui prenaient en charge voilà, la patiente, enfin, il l'appelait comme ça, et donc, bah, ça me permettait, moi, de gagner du temps et de vraiment aller voir telle personne si vraiment j'avais des questions, notamment dans le cas où les personnes ne venaient pas d'une semaine à l'autre, mais que je voyais qu'il y avait eu un rendez-vous avec tel médecin ou avec tel nutritionniste tel jour, 2 jours auparavant, auquel cas j'allais la voir en disant, bon, bah, écoutez, si vous la revoyez, pouvez-vous lui dire de venir me voir, etc. Mais le travail d'équipe et la cohésion d'équipe, oui, se faisait comme ça. On était vraiment, nous, un village gaulois devant une armée romaine. Hein. Donc, effectivement, leur tourne, Céline, mais bon, il y a peut-être une question, mais c'est une très grande question sur laquelle revient Lorenza. C'est une question que tu as apportée dans ton exposé au départ. Oui. C'est la question institutionnelle, de la possibilité d'avoir des moments de sortie, par exemple, pour ces jeunes filles, à partir du moment où elles vont participer à des séances de musicothérapie, au fait un travail, enfin oui, une espèce de contrat institutionnel comme ça. Et n'est-il pas un biais à la relation thérapeutique que pose Lorenza? Hein, mais c'est vrai que c'est une très grande question là. Oui, enfin, en même temps, la réponse est simple. Avant de clôturer, oui. La réponse est simple parce que oui, c'est un biais et donc que tout le travail consiste à nous, au-delà de ça, de créer, de sceller une alliance thérapeutique et puis de bien préciser à la personne que si elle n'a pas envie de venir, parce que si quelqu'un vous dit, bah voilà, moi je suis là parce qu'on m'a forcé, parce que sinon je veux pouvoir voir mon mari, etc., bon, bah, tout ça, ça peut se questionner, mais moi, je peux dire aussi que bah, la personne n'est pas obligée et que s'il faut que j'aille voir les gens, enfin, voilà, on essaye, enfin voilà, moi j'essayais de poser les bases pour qu'il y ait un minimum d'accord qui soit là avec la personne en disant, bon, bah, écoutez, est-ce que vous voulez bien essayer? Est-ce que, voilà, est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur tel objectif? De dire, bah, pendant 3 semaines, vous venez une fois par semaine, on refait un point dans 3 semaines. Enfin, trouver des aménagements comme ça pour sceller un dialogue, pour qu'il y ait quelque chose qui soit possible, parce que sinon, on est dans la victimisation, la personne est bien là, elle se croise les doigts, elle se dit, bon, bah voilà, puisque c'est ce qu'on attend de moi, bah, je vais le faire, pépère. Et puis comme ça, dans 15 jours, je vais pouvoir voir mon mari. Hein. Effectivement, ça tronque. Mais il n'y a pas qu'en trouble du comportement alimentaire hein, que ça se fait. Moi, j'ai vécu ça en psychiatrie adulte aussi, c'était très dur. Hein. Voilà pour répondre succinctement à la question. Pardon. Est-ce que tu veux terminer en 1 minute? Qu'est-ce que tu auras envie de dire avant que nous quittions? Oh là là, qu'est-ce que je... Comment? Pour que tu aies le mot de la fin de cet exposé. Pour que j'ai le mot de la fin, bah écoutez, c'est vrai que quand je m'entends parler, voilà, de reparler de cette expérience, parce que c'était il y a 5 ans, et c'est vrai que j'en suis partie du centre hospitalier Sainte-Anne en 2013.
Et ça fait qu'1 an que je prends beaucoup de plaisir à reparler de cette pathologie, de cette expérience. Mais il m'a fallu du temps pour digérer, voilà, parce qu'il y avait beaucoup de contraintes. C'est vrai que c'est d'en tirer le positif m'a demandé beaucoup de temps. Alors voilà, si vous peut-être vous en bavez aussi dans vos prises en charge ou dans des expériences qui ne sont pas faciles, j'ai envie de dire accrochez-vous et puis on tire toujours meilleur parti quand on n'a pas les réponses et peut-être que plus tôt on le sait, mieux c'est. Voilà, parce que c'est aidant après dans ce qu'on peut faire. Et c'est vraiment, ouais, depuis 1 an que j'ai vraiment envie de travailler. Enfin, j'ai ouvert un cabinet libéral. J'ai vraiment fait un truc, une mention spéciale pour les troubles du comportement alimentaire. Parce que, ouais, c'est une pathologie très, très difficile, mais je me sens vraiment aujourd'hui l'élan de pouvoir aider ces personnes. Donc, vous voyez, ça m'a pris du temps. Ça m'a pris du temps. J'entends que ce que je peux dire aujourd'hui sur le centre hospitalier Saint-Anne n'est pas forcément positif, mais je tiens à vous dire quand même que voilà, je retire de tout ça beaucoup de matière et un vrai élan pour y retourner là. Et voilà, et le plaisir du partage avec vous. Je vous remercie vraiment de votre attention, en tout cas. Et puis, j'espère que tout le monde va bien, accessoirement. Merci Céline. Donc, merci pour ton exposé. Merci à vous tous de votre participation, de votre écoute. Merci à Sarah et Thierry qui étaient à la technique. Ouais. Et grâce à qui vous allez pouvoir, avoir l'enregistrement dans quelques heures ou quelques jours, ça va dépendre. Voilà. Nous nous retrouvons samedi matin cette fois. C'est le matin, samedi matin à 10h30, donc le 28 novembre, autour de Iseline Père. Et Iseline nous parlera donc d'un tout autre sujet aussi, c'est les perspectives en fait du travail en musicothérapie dans le cadre de la médecine physique et de la réadaptation fonctionnelle. Donc autre cadre, autre visage de la musicothérapie. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et puis à samedi matin, 10h30. Au revoir. Portez-vous bien tout le monde, au revoir.